Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui corriger la série 6 de ce semestre. Dans la série 5, on a vu que l'on a calculé l'effet d'un champ magnétique sur des charges en mouvement, donc la force créée par un champ magnétique sur une charge en mouvement. Et dans cette série, dans la série 6, nous allons nous intéresser au calcul du champ magnétique B en un certain point de l'espace, un champ magnétique qui est produit par un courant électrique. Et l'exercice 1, ou plutôt le problème 1, va être, on va dire, l'exemple type de ce calcul-là, avec le fil infini parcouru par un courant I. Alors, si on commence avec le fameux problème 1, au niveau de la géométrie du problème, donc on a un fil infini qui va de moins infini à infini, hein, voilà, donc je ne le dessine pas complètement. Il est parcouru par un courant I, et puis on aimerait bien savoir à un certain point ici, qui se trouve à une distance R de ce fil, quel est le champ magnétique ici? Ça, c'est la question que l'on pose. Et puis on va voir que on va avoir deux méthodes pour calculer le champ magnétique ici. C'est la méthode avec la loi d'Ampère, et puis l'autre méthode, c'est la loi de Biot-Savart. Peut-être pour faire le lien, on se rappelle pour le champ électrique, lorsqu'on voulait calculer le champ électrique en un point R de l'espace, on avait deux choix. On a eu la loi de Coulomb, et puis on avait une autre possibilité, c'était d'utiliser la loi de Gauss. Cette possibilité était particulièrement intéressante lorsqu'on avait des symétries intéressantes, comme le cylindre ou bien le fil chargé, la sphère ou la charge ponctuelle, ou encore lorsqu'on avait la plaque infinie. Alors là, on avait vraiment intérêt à utiliser la loi de Gauss pour calculer le champ électrique autour de ces éléments. On les a fait quasiment tous, soit en exercice, soit dans le test. Pour le champ magnétique, c'est similaire. On a aussi deux approches. La première, c'est la loi de Biot-Savart, qui permet vraiment de calculer le champ magnétique B directement, de manière vraiment explicite, à partir d'un courant et puis d'une intégrale que l'on verra un petit peu compliquée, mais qui nous permet vraiment de calculer B de manière explicite. Et puis on a une autre loi, c'est la loi d'Ampère, qui est particulièrement appropriée, qui simplifie beaucoup le calcul par rapport à Biot-Savart pour des géométries, des symétries intéressantes, comme par exemple justement le fil infini, celui qu'on a ici, ou encore lorsque on va traiter les bobines, etc. Alors les résultats intéressants se retrouvent facilement avec la loi d'Ampère. Si on écrit, avant même de commencer le calcul, les équations d'Ampère et puis de Biot-Savart, alors pour Ampère, on a une intégrale sur un circuit fermé avec un produit scalaire dedans. Je vous expliquerai les éléments dans un deuxième temps, mais il y a une chose sur laquelle je veux quand même insister d'entrée. De l'autre côté, on a Biot-Savart. L'équation donne directement, comme j'ai dit avant, le champ magnétique B, donc le vecteur B, et c'est une intégrale avec dedans un produit vectoriel. Donc ça paraît peut-être un petit peu plus compliqué. Voilà. Donc la chose sur laquelle j'aimerais juste dire deux mots maintenant avant de commencer la comparaison des deux calculs et puis le calcul vraiment explicite, c'est le petit ds qu'on a ici et qu'on retrouve là. J'aimerais bien insister sur le fait que le ds de Ampère n'est pas égal, n'a rien à voir, on pourrait dire même, avec le petit ds de Biot-Savart. On aurait pu d'entrée de jeu choisir d'autres lettres pour éviter qu'on les confonde, mais quelquefois vous allez ouvrir un livre et vous allez vous retrouver avec cette problématique et c'est important que vous
ne vous focalisiez pas sur le fait que ce soit un S avec un vecteur et puis que ce S avec un vecteur, partout dans votre vie, ça veut dire la même chose. Non, il faut vraiment faire attention dans quel contexte c'est utilisé. Donc dans le contexte d'Ampère, on verra que le petit ds a une autre signification que dans le contexte de Biot-Savart. Voilà, ça c'est juste pour l'introduction. Dans le corrigé écrit que vous allez recevoir, on commence par calculer avec Ampère, puis on fait aussi le calcul avec Biot-Savart. Moi, je préfère faire l'inverse, donc je vais commencer mon calcul de ce champ magnétique B avec Biot-Savart, et puis ensuite on utilisera Ampère, et on verra que dans cette géométrie simple, Ampère est plus facile, plus rapide pour le calcul du champ magnétique. Alors, commençons avec Biot-Savart. Il faut juste que je prenne les bonnes feuilles pour moi. Voilà. Tac. Biot-Savart. Donc je refais mon fil qui va de moins infini à infini avec son courant I et je réécris la formule. Donc B de R est égal à mu 0 I divisé par 4 pi intégrale ds R' cube. Première chose qu'il faut vraiment faire à chaque fois, c'est se rendre compte, ici on doit calculer un vecteur, donc il a 3 composantes, on a des petits, enfin on a un vecteur ici, on a un vecteur ici, donc si je veux pouvoir calculer ici, je suis obligé de faire un système d'axes, sinon je ne sais pas dans quel monde je me trouve, je ne sais pas quelles sont les coordonnées, sinon je ne peux rien commencer à calculer sans ces axes. Donc je vais commencer par dessiner un système d'axes et puis après je vais définir tous ces vecteurs vraiment dans ce système d'axes. Ah, peut-être une autre chose, je voulais encore montrer à quel endroit on calcule le champ magnétique. Donc ça, c'est une distance R. Donc c'est ici qu'on cherche B. Voilà. Donc le système d'axes qu'on a choisi ici, vous pouvez bien sûr choisir autrement, mais je pense que c'est un bon choix. L'axe Z, on le fait dans la direction du fil électrique, donc du courant. L'axe Y, je le fais donc perpendiculaire forcément à l'axe Z, mais qui rejoint le point où je veux calculer le champ magnétique. Et l'axe X donc pointe vers vous. Alors pour faire cette fausse 3D, on les dessine quelquefois comme ça. Donc ça signifie quand même l'axe X pointe bien vers vous. Voilà. Et puis maintenant, il faut définir tous ces vecteurs, et puis c'est ça le point important. Alors première chose, le vecteur R. Qu'est-ce que le vecteur R? Le vecteur R, c'est le vecteur qui va de l'origine à l'endroit où l'on veut calculer B. C'est B à la position R, c'est ça la question qu'on pose. Donc R, c'est le vecteur qui rejoint l'origine au point où on veut calculer. Donc ça, c'est le vecteur R. Donc ses coordonnées sont assez simples, il n'a pas de coordonnées X. La coordonnée Y, c'est R. Et la coordonnée Z, c'est 0 également. Voilà. Ensuite, que vaut ce petit ds? Et ça, c'est le point important. Donc ce petit ds, c'est l'élément le long duquel on va finalement, qu'on va sommer, le long duquel on va intégrer. Et puis en fait, l'intégrale de Biot-Savart, elle intègre le long du courant. On pourrait dire le long du fil électrique dans lequel passe le courant. Donc ici, on précise que cette intégrale, c'est le long... Je l'écris un petit peu, c'est pas très précis comme je l'écris, le long de I, on pourrait dire. Donc le long du courant. C'est pas, on n'intègre pas ailleurs dans l'espace, c'est vraiment le long du chemin par lequel passe le courant. Donc le petit ds, ça va être un petit vecteur qui va suivre le courant et puis on va sommer le long de ce courant toujours les petits ds. Voilà. Donc ces coordonnées à ce ds, c'est un petit bout de fil électrique infinitésimal. Il n'a pas de coordonnées x, puisqu'on intègre le long de i. Il n'a pas de coordonnées y. Et sa coordonnée z, c'est un petit bout infinitésimal de z. Donc c'est un dz. Donc on intègre en fait le long de dz. Voilà. Et puis le vecteur r', alors c'est pas du tout la dérivée de ce r, ça n'a rien à voir, c'est juste, je lui ai donné un autre nom, j'aurais pu l'appeler R1 ou
ou même encore avec une autre lettre. J'ai choisi de l'appeler R', ça se retrouve assez souvent en physique. Donc vous allez le retrouver assez souvent, ce genre de prime, quelquefois, quand on veut définir différents vecteurs dans l'espace. Ce R', c'est le vecteur qui relie l'endroit où l'on est justement en train de faire notre petit bout d'intégrale, hein, donc, à l'endroit où l'on veut calculer B. Ok? Donc, lorsque je suis ici, R' est comme ça. Lorsque je suis là, R' est comme ça. Donc, en fait, R', contrairement à R, qui est vraiment toujours le même vecteur, R est une constante ici, R' varie. Hein. C'est le vecteur qui va suivre gentiment notre intégrale de moins infini jusqu'à plus infini, toujours en pointant à l'endroit où l'on calcule le champ magnétique. Donc, ces coordonnées vont être, la coordonnée, il va être toujours dans le plan, il n'a aucune coordonnée x, on peut peut-être déjà l'écrire, hein. Donc il n'a pas de coordonnée x, c'est 0. Sa coordonnée y, elle est constante, elle reste toujours la même puisque c'est la projection sur l'axe y de ce vecteur-là, donc c'est ça. Donc sa composante y, c'est la même composante y que r, c'est grand R. Sa composante z, c'est ce qui va de là à là, dans cette direction. Donc on voit que ça donne la hauteur z, mais ça pointe moins z, hein, ça pointe dans le sens inverse. Donc c'est moins z. Donc quand on est ici, dans les z négatifs, il pointe vers le haut, puis quand on est dans les z positifs, ça pointe vers le bas. Donc ça joue bien. Hein. On a bien formé le vecteur R'. Donc avec ça, en fait, on a déjà tous les vecteurs qui interviennent ici et là pour le calcul du vecteur B. On a besoin encore de petits détails. Le premier, c'est la norme de ce vecteur R'. Donc ça, c'est pas trop compliqué à calculer. R', ça au carré plus ça au carré plus ça au carré, racine carrée. Donc ça me fait la racine carrée de R carré plus Z carré. Ça, c'est pour R'. Et puis, finalement, on va peut-être, avant d'écrire l'intégrale, je vais calculer le produit vectoriel qui est là en haut. Comme ça c'est réglé aussi. Donc on a ds, produit vectoriel avec R', c'est égal à 0, 0 dz, produit vectoriel avec 0 r moins z. Alors, composante x moins dzr, moins r dz, composante y 0, composante z 0. Voilà. Donc, en principe, cette intégrale-là, c'est trois intégrales, hein, une pour chaque coordonnée. Donc, une avec cet élément-là, une avec celle-là, une avec celle-là. Donc, ça, ce serait pour le bx, la coordonnée x du champ magnétique, by, la coordonnée y du champ magnétique, et bz. Mais on peut déjà s'arrêter pour une partie du calcul. On voit bien que la composante by et la composante bz, on intègre 0, on n'intègre rien du tout. Donc, on sait déjà qu'elles sont nulles. Donc, on a, rien que déjà en calculant ce produit vectoriel, on a que by de r, c'est égal à bz de r, c'est égal à 0. Donc, la seule intégrale qu'il nous reste à calculer, c'est la composante x du champ magnétique. Alors, si je l'écris, donc je prends cet élément-là, je le mets ici, et puis je prends ça pour le r au cube, r' cube, pardon. Donc on a bx de r qui est égal, alors le moins r c'est constant, donc je peux sortir, je peux directement mettre le moins devant ici, ça fait moins mu0 i r divisé par 4pi. Intégrale le long du fil, on intègre selon dz, on est d'accord, le dz je le prends ici, je le mets là, tac. Ici on a ça au cube, donc je l'écris directement r carré plus z carré puissance 3 demi. Et on intègre le nom de dz, comme j'ai dit, de moins infini à infini, donc c'est les bornes en fait de l'intégrale. Voilà. Donc là on a déjà écrit, on peut dire on a fini l'exercice. Pourquoi? Parce que cette intégrale-là, je ne vais pas la calculer explicitement ici. Elle est assez compliquée à faire. Si vous deviez la voir dans un test ou un examen ou quoi que ce soit, on vous la donnerait ici. Hein. Pour moi, c'est un exercice d'analyse que de calculer ça, qui est intéressant et je pense que je
je pense que c'est un bon conseil d'essayer une fois de la faire, de l'avoir calculée, mais ce n'est pas le but de l'exercice ici. Moi, je vous la donnerai. Et puis, le résultat de cette intégrale, c'est... Donc, je garde ce qui est la constante devant. C'est z divisé par r carré racine de z carré plus r carré évalué en moins infini jusqu'à infini. Oui, pour la calculer, ça demande une substitution assez complexe, mais on retrouve ça dans des formulaires si jamais, et puis c'est un joli exercice d'analyse. Donc si on évalue cette intégrale, finalement ici on obtient, je vous laisse le calculer, mais on obtiendra 2 sur r carré, donc ça se simplifie avec ce qui est devant, on a moins mu 0 i, il nous reste 2pi et r. Voilà. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le champ magnétique B ici a une composante uniquement x, donc il pointe, est négative, hein. Donc il pointe dans la feuille, donc il va dans les x négatifs, et sa norme c'est mu 0i sur 2πr. On va garder ça en mémoire parce que maintenant on va le comparer à la loi d'Ampère. Alors je mets ça de côté et puis je vais calculer la chose avec la loi d'Ampère. Et puis on va voir que pour cette géométrie c'est beaucoup plus rapide avec Ampère. Donc la loi d'Ampère, il faut que je refasse le dessin. Alors je vais changer un petit peu le point de vue. Je vais regarder le fil de face, c'est-à-dire maintenant au lieu de l'avoir comme ça, je vais le faire qu'il regarde vers vous. Donc j'ai I, on se rappelle, hein, c'est le cercle avec le petit cercle à l'intérieur, ça veut dire que le courant vient vers vous. Si on se rappelle les axes d'avant, ça veut dire que l'axe Y est comme ça, l'axe X est comme ça, et puis l'axe Z pointe vers vous comme I. Mais vous allez voir, on n'a pas trop besoin des axes. La distance R, voilà, c'est ça. Et on veut calculer le champ magnétique ici. Alors, je réécris ici l'équation d'Ampère. Produit scalaire ds est égal à mu 0i. Alors, en substance, si je traduis cette équation en mots, la loi d'Ampère dit que si je prends un circuit fermé, donc un chemin fermé, et puis que j'intègre ce qu'on appelle la circulation de B le long de ce chemin fermé, eh bien, ça me donne mu 0, donc une constante, fois le courant qui traverse la surface comprise dans le chemin fermé que j'ai choisi. En général, c'est assez compliqué parce qu'on peut calculer, on peut prendre n'importe quel chemin fermé, on n'a pas toujours une simple, enfin on ne connaît pas bien B, on connaît pas bien les éléments ici dedans, donc c'est pas forcément très simple à calculer. Mais dans le cas d'une géométrie simple comme celle-là, avec une bonne symétrie, eh bien on peut utiliser la symétrie pour simplifier énormément cet élément et pour faire que le calcul devienne évident. Un peu comme on le faisait avec Gauss pour le champ électrique. Donc ici, je pense que vous accepterez tous qu'on a une symétrie cylindrique autour de ce fil électrique. Donc le chemin fermé que je choisis ici, hein, c'est un cercle que je dessine plus ou moins bien. Voilà. Voilà. Donc c'est un cercle. Et c'est mon chemin fermé. Donc maintenant, en fait, contrairement à avant, où on intégrait le petit ds, c'était une intégrale qu'on faisait le long du fil électrique. Cette fois, l'intégrale, on l'a fait le long de ce chemin fermé. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les petits ds, ce que je l'ai fait avec ce stylo ici, les petits ds, c'est des vecteurs tangents partout au cercle. Et on va sommer tous ces petits ds, on va intégrer le long de ce cercle. Ok? Donc on voit, ça n'est déjà pas du tout à confondre avec la situation qu'on avait pour Biot-Savart. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette symétrie? Parce que justement, grâce au fait que j'ai observé qu'on avait un fil électrique, que
on a la situation similaire qu'on soit ici, ici, ici ou ici, à une même distance r, donc quand on parcourt ce cercle, on pourrait traduire ça par le fait que le champ magnétique n'a aucune raison d'être différent d'un point de vue de son amplitude, hein, de son intensité, si on se trouve ici ou là, ou ici ou là, ou là. Donc tout partout à une distance r, le champ magnétique doit avoir la même intensité. Okay. Par contre, il faut se rappeler d'une chose, le champ magnétique, comme on a vu avant, il est le produit vectoriel entre ce courant et puis le vecteur qui relie ici. Ces deux vecteurs, lorsqu'on est par exemple ici, sont comme ça et puis dans cette direction-là. Donc ça signifie que le champ magnétique va être soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là, puisque c'est le résultat d'un produit vectoriel. On se rappelle, ça forme un vecteur qui est à la fois perpendiculaire à celui-là et celui-là. Mais c'est le cas partout. Partout, mon champ magnétique, il est dans cette direction-là ou cette direction-là. Mais ce que ça signifie, c'est que partout le long de ce cercle, il est tangent. Okay. Il nous reste une chose à déterminer. Est-ce qu'il est dans ce sens-là ou est-ce qu'il est dans ce sens-là? Donc, est-ce que le champ magnétique est toujours comme ça ou bien toujours comme ça? Ce point-là est la réponse à cette question nous est donnée par le sens du courant. Et là, c'est de nouveau la règle de la main droite, mais pas la règle de la main droite où on a pouce, index, majeur, donc pouce, produit vectoriel avec index égale majeur. C'est pas celui-là, c'est l'autre règle de la main droite que vous avez aussi déjà vue. Lorsque mon pouce va dans le sens du courant, ici, alors le champ magnétique autour de ce courant, donc qui est représenté par mon pouce, va dans le sens de ces doigts-là. Donc, ici, si le courant va comme ça veut dire que le champ magnétique pointe toujours comme ça. D'accord? Si le courant allait dans l'autre sens, alors le champ magnétique pointerait toujours dans l'autre sens. Voilà. Donc, on peut déjà dire que le champ magnétique ici va être tangent au cercle et dans cette direction-là. Si on le fait ici, il est comme ça, etc., etc. Donc là, vous avez le champ magnétique qui est comme ça. Donc, avant de commencer à calculer l'équation avec ampère, il faut déjà faire toutes les considérations que je viens de faire. Non seulement trouver le parcours le long duquel on peut dire que le champ magnétique a toujours la même valeur et aussi qu'il est soit toujours tangent par exemple, mais vous verrez dans d'autres situations, on va choisir une surface où on peut montrer qu'il est perpendiculaire afin que sa contribution soit nulle à cette intégrale. Mais dans notre choix ici, on a choisi la symétrie sphérique, cylindrique autour de ce courant-là, et puis on a le champ B qui est toujours tangent au cercle et qui a toujours la même valeur. Voilà. Et ça a comme influence que ça va beaucoup simplifier notre équation ici. Alors la première chose, c'est que on a vu que comme le petit ds qui parcourt ce chemin, B est toujours tangent, donc les deux vecteurs en tout point, lorsqu'ils sont au même point, les deux vecteurs sont toujours parallèles. Donc on a B toujours parallèle à ds. Donc ça veut dire que cette intégrale devient finalement, donc ce produit scalaire, devient finalement un produit de deux scalaires, donc de B, de la norme de B et de la norme de ds. Donc ce n'est plus des vecteurs ici. La deuxième considération, c'était que le long de ce contour circulaire, on a B qui est une constante. Donc l'intensité de B est constante. Donc l'orientation change, il est toujours tangent comme ds, mais l'intensité, comme on est toujours à la même distance du courant électrique, c'est une constante. Le long du cercle de rayon R. Voilà. Donc on peut le sortir de l'intégrale. Donc finalement on se retrouve avec B intégrale sur le chemin fermé ds égale à mu0 I. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que vaut cette intégrale sur un chemin fermé ds? En fait, c'est maintenant vraiment juste la somme de tous les petits ds
le long de ce chemin jusqu'ici, mais c'est rien d'autre que la circonférence du cercle. Qui est toujours de rayon R. Et la circonférence d'un cercle, ça je pense que vous connaissez, 2π fois le rayon. Et là on a fini parce qu'on a simplement B. Donc la norme de ce vecteur-là, c'est mu0 I sur 2πr. Voilà. Donc, on voit qu'on retrouve exactement le même résultat que pour Biot-Savart. Attention le signe ici, je vais revenir dessus, mais on a mu0i sur 2πr. Le sens, on l'avait déjà, puisqu'on a vu que B, à cause de la règle de la main droite, ici B va comme ça. Donc B est bien négatif par rapport à X et sa longueur vaut ça. Donc on peut bien écrire avec ampère également, précisément que le champ magnétique c'est simplement mu0i sur 2πr selon X, 0 selon Y, pas de composante Y, et 0 selon Z. Voilà. Donc là, on a réussi à résoudre le problème. Bien sûr, j'ai dû beaucoup plus expliquer donc la règle de la main droite, je reviens dessus. On choisit bien sûr la symétrie telle que B soit toujours constant, à une valeur constante, ici bien parallèle à ds. Et puis c'est toutes ces considérations préalables, on pourrait dire, qui font que l'intégrale devient très facile à calculer. Voilà. Si on ne peut pas faire ce genre de considération, c'est clair, il faut revenir à Biot-Savart. Mais dans le cas de Biot-Savart, le calcul de l'intégrale est quelquefois plus ardu. Voilà. Donc le résultat d'Ampère pour le fil infini, ça va être le résultat qui va être le point de départ pour le problème 2 que je vais traiter juste après.